La figure d'Otto Adolf Eichmann occupe une place centrale et singulière dans l'historiographie du Troisième Reich et de la Shoah. En tant que lieutenant-colonel de la section B de la RSHA, Eichmann fut le principal architecte logistique de la solution finale à la question juive. Il en fut un rouage administratif indispensable, supervisant l'identification, la spoliation, la concentration et la déportation de millions de Juifs à travers l'Europe occupée vers les centres de mise à mort. Qui est l'architecte de la solution finale? Qui est Adolf Eichmann? Qui est le représentant en commerce qui s'est transformé en l'un des criminels les plus sanguinaires de l'histoire mondiale? Otto Adolf Eichmann naît le 19 mars 1906 à Solingen, une ville industrielle de Rhénanie en Allemagne, d'une famille protestante calviniste de classe moyenne. Sa mère, Maria Eichmann, née à Schifferling, décède en 1916 alors qu'Adolf n'a que 10 ans. Un événement qui chamboulera la dynamique familiale juste après leur déménagement à Linz, en Autriche, à l'instar de la Première Guerre mondiale. Son père se remarie en 1918 avec Maria Zaurzel, qui s'intègre parfaitement et remarquablement bien dans la famille pour élever la nombreuse fratrie d'Eichmann. Eichmann considérera son père toujours comme une autorité supérieure et indiscutable. À Linz, le jeune Adolf est scolarisé à Kaiser Franz Joseph, l'établissement scolaire que fréquentait Adolf Hitler au début du siècle. Ses résultats scolaires sont médiocres et il quitte l'école sans obtenir de diplôme. Paradoxalement, durant cette jeunesse, il se lie d'amitié avec Miska Seba, le fils d'un pharmacien juif, avec qui il restera en contact jusqu'au début des années 1930. Incapable de terminer ses études, Eichmann entame des études en mécanique qu'il abandonnera également. Après avoir brièvement travaillé dans la compagnie minière de son père, il exerce la profession de représentant commercial pour la Vacuum Oil Company de 1927 à 1933. Cela lui permet de sillonner la Haute-Autriche et d'acquérir de solides compétences en logistique, en négociation et en administration et en organisation de réseau. C'est au cours de cette période que s'opère sa politisation. Il adhère d'abord à une association d'anciens combattants pro-germaniques et anti-marxistes. L'étape décisive a eu lieu le 1er avril 1932, encouragé par l'avocat Ernest Kaltenbrunner, futur chef de la suprême du RSHA. Eichmann rejoint le parti nazi autrichien NSDAP sous le numéro 800 099-895 et intègre simultanément la SS sous le matricule 45 326. Face à l'interdiction du parti nazi en Autriche en 1933 par le gouvernement de Dollfuss et venant de perdre son emploi, Eichmann retourne en Allemagne et s'immerge définitivement dans l'appareil d'État nazi. Le 21 mars 1935, il épouse Veronika Overa Liebl, avec qui il aura 4 fils. En juin 1935, il est muté à la section 212 du SD responsable des affaires juives. Son supérieur, Leopold von Milstein, lui enjoint ou lui ordonne d'étudier les mouvements juifs. Eichmann se penche sur les textes sionistes, apprend des rudiments d'hébreu et de yiddish et se forge rapidement une réputation de spécialiste des questions juives au sein de la SS. Son implication est tellement grande qu'en 1937, Eichmann entreprend un voyage clandestin en Palestine
mandataire avec son supérieur Herbert Hagen. Sous le couvert de fausses cartes de journalistes, le 2 octobre 1937, il débarque à Haïfa, mais les autorités britanniques leur refusent un visa prolongé. Ils se rendent alors en Caire où ils rencontrent Fievo Polks, un agent de la Haganah avec qui la SS tente de négocier pour accélérer l'émigration des Juifs allemands, notamment via l'accord de Havara. À son retour, Eichmann rédige un rapport concluant que la création d'un État juif indépendant et prospère en Palestine irait à l'encontre d'intérêts du Reich, préconisant plutôt de forcer les Juifs à émigrer vers des régions pauvres et inhospitalières. Suite à l'annexion de l'Autriche en 1938, Eichmann est envoyé à Vienne où il crée l'Office central pour les affaires ou l'immigration juive. Dans les années 1930, la population juive d'Autriche s'élève à environ 192 000 personnes, dont la grande majorité vit à Vienne. Ces citoyens participent activement au domaine des sciences, de l'art, du commerce et de l'industrie. Le pays possède toutefois une tradition antisémitisme, illustrée dès 1922 par le roman d'Hugo Bettauer, La ville sans juifs. Le 13 mars 1938, l'Autriche est incorporée au Troisième Reich lors de l'Anschluss, une annexion validée le 10 avril par un référendum accueillant officiellement 99,75% de suffrages favorables. Les lois allemandes sur la race y sont immédiatement promulguées. En application de ces textes, 220 000 personnes sont désormais catégorisées comme juives en Autriche. Les communautés subissent alors une réorganisation forcée sous la direction d'Adolf Eichmann. Les associations sont dissoutes et leurs dirigeants sont arrêtés. Le 8 août 1938, le premier camp de concentration autrichien est ouvert à Mauthausen. Dans les espaces publics, des mesures de ségrégation et de dégradation sont appliquées. Les membres juifs de l'Université de médecine de Vienne sont congédiés et l'accès au transport en commun est interdit. Des civils sont contraints de s'agenouiller dans les rues pour nettoyer les trottoirs et les toilettes publiques, utilisant des fois des simples brosses à dents ou leurs mains nues, sous les regards des soldats et des habitants. Parallèlement, l'État organise la saisie des biens. Les domiciles, entreprises, actifs financiers et œuvres d'art sont confisqués et transférés à des non-juifs. Ce mécanisme de pillage implique plusieurs institutions dont la Gestapo, l'agence Vugesta, la maison d'enchères du Dorothum et ainsi de divers transporteurs et musées viennois. Sous la pression de ces persécutions qui culminent avec la destruction des synagogues et le pillage des magasins lors de la nuit cristal en novembre 1938, des milliers de personnes s'exilent. Des personnalités célèbres comme Sigmund Freud et le compositeur Emmerich Kalman sont contraintes à la migration forcée. À partir d'octobre 1939, les autorités nazies entament les premières déportations. Dans le cadre du plan Nesco, 1584 Juifs autrichiens sont expédiés vers le district de Lublin en Pologne occupée. Dès février 1941, les déportations se dirigent vers les centres d'extermination. Un processus qui s'accélère considérablement après la conférence de Wannsee. Le 1er novembre 1942, la communauté de Vienne est officiellement déclarée liquidée. La Shoah a causé la mort de 60 000 à 65 000 victimes autrichiennes, soit la quasi-totalité de ceux qui n'avaient pas pu fuir. Lorsque Vienne est libérée par les troupes soviétiques le 13 avril 1945, il reste moins que 800 juifs en Autriche. Le succès administratif confère à Eichmann une autorité sans précédent. En 1939 et en 1940, la politique de simple immigration cède la place à des projets de déportation territoriale.
Hitchman orchestre l'élaboration du plan Nisko et Lublin prévoyant la déportation de Juifs autrichiens et tchèques vers la réserve en Pologne. Bien que ce plan échoue rapidement, il sert de prototype logistique. Hitchman est également impliqué dans l'élaboration du chimérique ou fantaisiste plan de Madagascar visant à déporter 4 millions de Juifs vers l'île africaine. Un projet abandonné face à la suprématie de la force navale britannique, l'échec de ces solutions territoriales ouvre directement la voie au génocide. Avec l'invasion de l'Union soviétique en 1941, la politique nazie bascule vers l'extermination physique. Le RSHA est restructuré et Hitchman prend la tête du référentiel B4 de la Gestapo. La Gestapo, la police secrète de l'État allemand, joua un rôle d'exécuteur majeur dans ce processus. Placée sous l'autorité de Heinrich Himmler et restructurée au sein de la police de sécurité en 1936, elle s'arrogea le droit d'imposer des détentions de protection, privant les individus arrêtés de toute protection légale et de leurs droits civils. Sous la direction d'Adolf Hitchman, la section juive de la Gestapo mit en place un jargon euphémique conçu pour dissimuler la véritable nature de ces actions anti-juives. Lors de la tristement célèbre conférence de Wannsee de 20 janvier 1942, convoquée par Reinhard Heydrich pour coordonner la solution finale, Hitchman joue un rôle névralgique. Il rédige le procès-verbal, expurge les termes trop explicites et fournit les données statistiques sur les 11 millions de Juifs européens ciblés par le génocide. La coordination de ces politiques d'anéantissement a été entérinée le 20 janvier 1942. 15 hauts fonctionnaires du parti nazi et de l'administration allemande se sont réunis dans une villa de Wannsee. L'objectif n'était pas de délibérer du bien fondé de la solution finale, déjà décidée au plus haut niveau, mais d'informer les ministères et de s'assurer de leur soutien et de discuter des modalités d'application. Autour de la table se trouvaient les représentants de la SS comme Reinhard Heydrich, Heinrich Müller et Adolf Hitchman, mais aussi des secrétaires d'État représentant les institutions étatiques clés. Le ministère de la Justice, la chancellerie du Reich, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Reinhard Heydrich y déclare que la solution finale concernait 11 millions de Juifs en Europe. Ce chiffre incluait non seulement les pays occupés ou alliés à l'Allemagne, mais également les populations juives du Royaume-Uni, des nations neutres telles que la Suisse, l'Irlande, la Suède, l'Espagne, le Portugal et la Turquie. Aucun des responsables présents n'a soulevé l'objection à la politique annoncée. Le protocole de la conférence prévoyait que les Juifs aptes au travail seraient amenés à l'Est en grandes colonnes, séparés par sexe pour construire les routes. Le document précisait que cela permettrait une diminution naturelle substantielle de leur nombre et que les survivants considérés comme des éléments les plus résistants se verraient appliquer un traitement approprié. Désormais directeur de la logistique de la Shoah, Hitchman gère les horaires, les négociations avec les ministres des Transports, les trains et organise les voyages des trains spéciaux qui acheminent des millions de Juifs de toute l'Europe vers les camps d'extermination. La section d'Hitchman met en place une facturation d'un grand cynisme. Les Juifs doivent financer leur propre transport vers la mort. Les billets étant facturés au tarif passager de 3e classe, aller simple, alors qu'ils sont entassés dans des wagons à bestiaux scellés. Hitchman n'est pas qu'un bureaucrate cloîtré à Berlin. Pour rationaliser le massacre, il inspecte lui-même en personne plusieurs centres de mise à mort. Ils seront à Chelmno, Belzec, Treblinka et Auschwitz. Observant l'utilisation des camions à gaz et l'introduction du Zyklon B,
Il s'assure que les trains arrivent à un rythme soutenable pour les chambres à gaz, travaillant en étroite collaboration avec des commandants comme Rudolf Höss à Auschwitz. Eichmann intervient également activement pour déjouer les tentatives de sauvetage international, s'opposant férocement à l'émigration de Juifs de Roumanie et de Bulgarie. En 1944, le bureau d'Adolf Eichmann organise le tournage d'un film de propagande dans le camp de Theresienstadt. L'objectif de la SS est de masquer la réalité des déportations et de contrer les rapports sur l'extermination des Juifs qui parviennent alors aux Alliés. Ce projet cinématographique est mis en œuvre à la suite d'une inspection menée par une délégation de la Croix-Rouge en juin 1944. Pour préparer cette visite, puis le tournage, le camp de Theresienstadt fait l'objet d'une opération d'embellissement de ses façades et de ses infrastructures. Les autorités SS confient la réalisation de ce film au prisonnier Kurt Girn, un acteur cinéaste juif allemand de renom, déporté depuis les Pays-Bas. Le tournage s'effectue à la fin d'été, sous la stricte supervision de la SS et d'une société d'actualité tchèque. Des centaines de détenus sont réquisitionnés pour y participer en tant que figurants. Devant les caméras, il faut procéder à une mise en scène. Les plans doivent présenter une communauté bénéficiant de conditions de vie confortables. Des enfants mangeant des tartines beurrées ou se baignant. Des adultes travaillant dans des ateliers ou assistant à des spectacles, et bien une clinique médicale propre. Le document devait s'intituler officiellement Theresienstadt, un film documentaire sur la zone de peuplement juif. Une fois le tournage achevé en septembre 1944, les autorités nazies reprennent les déportations massives depuis Theresienstadt. Au cours de l'automne, environ 18 000 Juifs du camp sont envoyés par convoi vers le centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Parmi eux se trouve une grande partie des figurants du film, y compris les enfants ainsi que le réalisateur Kurt Girn, qui est assassiné le 28 octobre 1944. L'anéantissement des Juifs en Hongrie en 1944 atteint son paroxysme en conscient de la défaite imminente du Reich. Eichmann quitte son bureau berlinois pour diriger personnellement les opérations à Budapest à la tête d'un commando spécial. Travaillant avec beaucoup de détermination et à l'aide de la gendarmerie hongroise, il orchestre la rafle des Juifs de province. Entre 15 mai et 9 juillet 1944, soit en moins de 2 mois, 437 000 Juifs hongrois sont déportés à bord de 147 trains, avec les pointes allant jusqu'à 6 convois par jour. À Auschwitz, Rudolf Höss doit étendre les capacités de crémation et de faire creuser les fosses à ciel ouvert pour suivre la cadence effroyable dictée par Eichmann, soit une opération appelée par l'Action Höss. Environ 80% des déportés hongrois, plus de 300 000 personnes, sont gazées dès leur arrivée. Face à l'effondrement de l'Allemagne, Eichmann confiera à l'un de ses subordonnés: « Je mourrai heureux avec la certitude d'avoir tué près de 6 millions de Juifs. » Au printemps 1945, l'avancée des troupes alliées en Allemagne révèle la réalité du système concentrationnaire nazi. Les forces américaines documentent ces découvertes par des rapports sous serment, afin de constituer des preuves juridiques irréfutables pour les futurs procès pour les crimes de guerre. Dans certains camps, comme celui à Leipzig, un camp annexe de Buchenwald, la SS et la Gestapo tentent d'effacer des traces de leurs crimes juste avant l'arrivée des libérateurs. Environ 220 prisonniers y sont enfermés dans un grand bâtiment en bois aspergé de liquide inflammable.
Le bâtiment est incendié et ceux qui tentent d'échapper au brasier sont abattus à la mitrailleuse ou périssent sur des clôtures électrifiées. Le commandant suprême des forces alliées, le général Dwight Eisenhower, se rend personnellement dans les camps libérés accompagné d'autres hauts gradés comme le général George S. Patton. Eisenhower exige que les populations locales allemandes soient amenées sur les lieux pour constater ces massacres. L'infrastructure des camps dévoile également la collaboration directe de l'industrie civile allemande au génocide. Les entreprises privées de la ville d'Erfurt, spécialisées à l'origine dans la fabrication de fours industriels, ont mis leur ingénierie au service de la SS en concevant et en fournissant des équipements spécifiquement optimisés pour la crémation de masse. Au camp de concentration de Dachau, les troupes alliées découvrent l'aboutissement tragique de la logistique ferroviaire centralisée par le bureau d'Adolf Eichmann. Sur les voies de la gare de triage, des dizaines de wagons de marchandises stationnent scellés. À l'intérieur, entassent les corps de prisonniers morts de faim, de froid ou d'asphyxie au cours du transport. Les conditions de voyage constituant la première étape de la politique de la mise à mort. Le phare de la traque d'Eichmann démontre que la survie pendant 15 ans ne devait rien au hasard, mais résultait de complicités majeures croisant la route du Vatican, de la CIA et du gouvernement de l'Ouest allemand. While other peoples legislated laws soon after the end of the war, and some even before the end of the war, with regard to the bringing to trial of Nazis and their collaborators, the Jewish people, who has a very long account to settle with the Nazis, was deprived until the establishment of the State of Israel of political authority to bring to trial Nazis or their collaborators. Nor did it have any authority to demand the extradition of such people